Masolo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Masolo Yakati. C'est un numéro hors série, au micro Trésor Kibangula. Coronavirus et distanciation sociale oblige, nous enregistrons cette conversation à distance. Nous avons en ligne depuis Kinshasa les professeurs Pascal Lutumba du département médecine tropicale, maladies infectieuses et parasitaires de l'université de Kinshasa. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Trésor Kibangula. Et depuis Washington, nous avons en ligne le professeur Ronald Wadman de l'Université de Washington, passé notamment par l'OMS, a travaillé dans quelques pays africains, notamment la Somalie et la Côte d'Ivoire, sur des questions d'urgence et d'épidémiologie. Bonjour, professeur. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Ensemble, avec mes deux invités, deux scientifiques, nous allons parler de la République démocratique du Congo qui fait face, comme beaucoup de pays dans le monde, au Covid-19. Quelques chiffres. Premier cas confirmé le 10 mars. Moins d'un mois plus tard, 148 cas aujourd'hui, 16 morts, principalement dans la capitale. Et selon certaines prévisions, ce serait que le début en termes de contamination. Professeur Pascal Lutumba, vous qui êtes sur place, comment envisagez-vous la suite? Les pays doivent-ils se préparer au pire? Oui, il est assez clair que en termes d'épidémiologie et en regardant les conditions dans lesquelles le pays se trouve, il est clair qu'on devrait se préparer au pire. Parce qu'on a 148 cas aujourd'hui. Il est clair que le nombre de cas augmenterait beaucoup si on a beaucoup plus une capacité de diagnostic. Et la capacité de diagnostic actuellement n'est que dans une institution qui est l'INRB, bien sûr. Et ça voudrait dire qu'ils ne peuvent pas faire le suivi correct de tous les cas contacts, des cas qui ont été confirmés. Et si c'est le cas, en ce moment-là, on devrait être beaucoup plus loin que 148 pour le moment. Et en termes de modélisation de l'évolution du virus, professeur Ronald, dans des pays comme la République démocratique du Congo ou des mégapoles comme Kinshasa, c'est quoi les projections? Combien de personnes pourraient être infectées, par exemple, au Congo? Oui, les projections sont pour une épidémie très importante qui va toucher tout le monde d'une façon ou de l'autre, mais une épidémie qui va certainement se propager à travers tout le territoire. Comme le professeur a dit, les 148 cas confirmés qui ont été enregistrés jusqu'aujourd'hui, c'est pas une très bonne réflexion de la réalité, malheureusement. Il y en a sans doute beaucoup plus de cas et il y a sans doute aussi ce qu'on appelle la transmission communautaire qui commence à chauffer aussi. Concrètement, c'est quoi cette transmission communautaire? C'est-à-dire, c'est des cas dont on ne peut pas toujours tracer les antécédents. C'est des cas qui sont indigènes, si on veut, qui ont leur origine dans le même local où l'individu infecté habite. Ce qui est un peu étonnant avec le Congo, c'est qu'on savait que ça allait arriver. C'est-à-dire, on avait la chance pas le Congo absolument, mais l'Afrique, on avait la chance de s'y préparer un peu mieux par rapport aux cas importés. Mais ces cas importés n'ont pas pu être détectés par probablement aussi la caractéristique du Covid-19 en lui-même. Parce que si vous mettez une mesure de contrôle dans les frontières, dans les aéroports, basée sur la fièvre, je pense que ça a tout son sens quand vous parlez d'Ebola, mais ça n'a pas beaucoup de sens quand vous parlez de Covid-19, dont on sait qu'une grande partie, une grande majorité sont des cas qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont aucun signe, qui ne vont pas se présenter à l'aéroport avec de la fièvre, mais qui peuvent contaminer d'autres personnes. Alors, avec le temps, on a bien remarqué que les frontières n'ont pas été fermées à temps ou le contrôle n'a pas été fait, les mesures nécessaires n'ont pas été en place. Ces mesures ont commencé quand on a eu un premier cas, qu'on s'est dit, ah tiens, on peut être touché, mais on savait qu'on allait être touché et qu'on n'a pas pu prendre des précautions avant. Maintenant, à partir des cas importés, ces cas importés sont arrivés, ont eu des contacts avec les gens localement. Et là, on pouvait encore tracer, mais plus l'épidémie avance,
plus on a une transmission qu'on peut appeler une transmission locale. Et cette transmission locale, en ce moment-là, appelle d'autres réflexions que l'on voit bien que dans une population, la population de Kinshasa n'est pas assez bien connue, mais dans une population de 10 millions, on pense à 10 millions, tantôt c'est 12 millions, on peut bien s'imaginer que quand vous avez des parcelles où il y a 40 personnes, 50 personnes, ça va faire qu'on va avoir réellement un très gros problème dans des conditions comme ça. Et les cas de transmission locale commencent à être beaucoup plus nombreux que les cas importés par le simple fait qu'on a fermé les frontières, bien sûr, mais ça voudrait dire que la transmission locale, elle est là et on doit faire face à ça, quoi. Et dans beaucoup de pays, il y a un taux de mortalité d'environ 1%, avec des taux qui varient aussi entre 30% et 60% de la population en termes de contamination. Et si on considère seulement la ville de Kinshasa, on est dans des centaines de milliers de morts là. Pour le moment, nous sommes aux alentours de plus que 10% des morts sur le nombre déclaré. Mais comme je l'ai dit, le dénominateur n'est pas correct, hein, parce que la capacité de diagnostic n'y est pas. Donc, si on avait un dénominateur correct, probablement on tomberait aussi à 1%. Mais il est clair que quand on regarde les modèles, il est presque certain, si en regardant les conditions de Kinshasa, on peut dépasser totalement le nombre de décès que l'Italie et les autres pays ont expérimenté, y compris l'Espagne. Il est bien possible que dans la seule ville de Kinshasa, qu'on arrive à 50 ou 100 000 morts, hein, avec cette épidémie, au vu des conditions actuelles, au vu de ce qui se passe. Il faut donc se préparer à compter davantage de morts, mais comment essayer d'atténuer les dégâts? Comment essayer d'atténuer le bilan humain? Autrement dit, c'est la question même essentielle de notre échange. Comment concilier la nécessité de restreindre la propagation du coronavirus et cet impératif de survie d'une grande population congolaise qui vit au jour le jour? Vous avez parlé tout à l'heure des mesures qui ont été prises, la fermeture des frontières. Professeur Ronald, vous avez travaillé sur une étude récemment qui vient d'être rendue publique et vous préconisez d'autres options pour essayer de restreindre la propagation. Est-ce que c'est applicable? Oui, merci Trésor. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que le professeur avait dit. Une chose qui est aussi devenue claire, c'est que bien que c'est une maladie qui a un certain taux de létalité qui l'accompagne, il y a une division assez claire, c'est-à-dire que les gens plus âgés sont touchés beaucoup plus sévèrement que les jeunes. Donc, le pourcentage des personnes âgées qui sont infectées, qui meurent est beaucoup plus élevé qu'elle est chez les jeunes. Et pour ça, ça nous donne un peu d'espoir en ce qui concerne les stratégies de contrôle. La meilleure chose à faire pour arrêter la transmission, c'est d'éviter à ce qu'un individu vienne en contact avec un autre. C'est pour ça qu'on parle, et on a tous entendu parler, de la distanciation sociale. Je crois que c'est appelé comme ça en français. Oui, oui. Donc, ça, c'est la meilleure façon à faire. Et c'est ce que Chine avait fait, par exemple, Corée du Sud, Singapour, ces trois pays qu'on peut citer qui avaient appliqué un système de distanciation sociale très, très, très strict. C'est-à-dire qu'ils avaient ordonné à la population de rester à l'intérieur et de ne pas venir en contact avec les autres individus. En le faisant, ils ont pu arrêter la transmission. Pas tout à fait, mais ils avaient pu le contrôler. Un confinement total, donc. Un confinement total, là. Confinement total. C'est le meilleur approche qu'on a une fois que l'épidémie s'installe. Comme le professeur l'avait dit, on est arrivé à un point, ça ne vaut pas la peine maintenant de songer à ce qu'on a pu faire dans le passé, mais il faut songer aux possibilités pour demain. Maintenant, on essaie de faire cette distanciation sociale dans d'autres pays, mais on l'avait instauré un peu tard en Italie, en Espagne. Ici, aux États-Unis, on est au milieu d'une tragédie comme on n'avait jamais vu auparavant. On n'a pas réagi assez vite, comme le professeur l'avait dit. Donc, maintenant, on essaie d'imposer des restrictions. Ici, à Washington, aux États-Unis, les gens suivent ces restrictions plus ou moins. Et on estime qu'il y aura des centaines de milliers de décès et des millions de cas. Je ne sais pas. Et j'arrive finalement à la réponse à votre question, Trésor.
Je ne sais pas dans quelle mesure une stratégie stricte de confinement pourrait être renforcée dans beaucoup de pays du monde, y compris la République démocratique du Congo. Une fois imposé, il faut que ça reste en place pendant pas des jours, pas des semaines, mais des mois. Je crois qu'il y a un nombre appréciable de la population qui ne pourrait pas vivre leur vie à l'intérieur. Il faut qu'ils gagnent de l'argent, il faut qu'ils cherchent à quoi manger. Et là, dans des pays où il y a un niveau de pauvreté appréciable, je ne sais pas dans quelle mesure la population serait capable de conformer à ces restrictions. Alors, ce qu'on a proposé, et je ne sais pas si c'est possible non plus, j'aimerais avoir vos réactions en fait. Ce qu'on s'est dit, c'est que, bon, le taux de létalité est beaucoup plus élevé chez les âgés. Est-ce qu'il serait possible de construire ou d'armer cette population avec un genre de bouclier autour d'eux pour éviter à ce que ceux qui sont à plus grand risque viennent en contact avec ceux qui sont à risque, à moindre risque. Et si on peut éviter ce contact, peut-être on pourrait éviter un grand nombre d'infections et secondairement, par conséquence, un grand nombre de décès. Dans ceux qui ont une plus grande probabilité de succomber à la maladie. Donc, si je comprends bien, professeur, vous proposez une sorte de mise en quarantaine, mais à l'envers, des personnes saines mais vulnérables, le vieux, pour qu'on les mette de côté, qu'on crée des centres pour ces vieux. Comment ça se passe concrètement? On appelle ça les zones vertes pour faire la distinction avec la manière dans laquelle on traite l'Ebola, par exemple. Dans l'Ebola, on isole des malades parce qu'on estime qu'eux, ils sont porteurs du virus et de les laisser mélanger avec le reste de la population, ça met les gens sains à risque parce qu'eux, ils sont malades et ils sont à plus haute probabilité de mourir. Donc, on sépare des malades de la population saine. Ce qu'on propose ici, c'est l'inverse. C'est de séparer les gens qui ne sont pas malades, mais s'ils tombent malades, ils seraient à plus grand risque de mourir. On propose de les séparer de la population où l'infection sévit, mais où les dégâts, les conséquences, au moins en termes de mortalité, risquent d'être moindres. Donc, on appelle ça des zones vertes. Comment ça marche exactement? C'est pas pour moi à dire, franchement. Tout ce qu'on peut faire, c'est de proposer une solution conceptuelle, mais l'application sur le terrain, ça dépend des facteurs culturels, ça dépend des facteurs, ça dépend de trop de facteurs pour nous. On ne veut absolument pas dicter quoi que ce soit de Washington, de Londres, de Genève, n'importe où. Ça serait, une fois expliqué, ça serait à chaque communauté, à chaque pays de décider comment, s'ils estiment que c'est une bonne piste à poursuivre. C'est aux autorités locales de décider comment l'appliquer sur le terrain. Qu'est-ce qu'en pense d'ailleurs le professeur Lutumba? Est-ce que, professeur, vous êtes d'accord du fait que le confinement aujourd'hui, c'est trop tard ou dans une ville comme Kinshasa, ce serait suicidaire pour la grande partie de la population? Et de l'autre côté, est-ce que ce que propose le professeur Ronaldo est applicable au Congo? OK, donc je vais essayer de parler de ces deux facteurs. Il est clair que ce que le professeur Ronaldo propose, théoriquement, sur tous les modèles, ça devrait marcher, quoi. Hein, ça devrait marcher si on l'applique comme modèle. Maintenant, l'application sur le terrain et les résultats sur le terrain, effectivement, quand on prend la ville de Kinshasa et on prend la RDC, il y a une grande partie qui vit dans le milieu rural, bien sûr. Il est assez difficile parce que la plupart des gens, au-delà d'un certain âge, 70 ans et je pense que probablement déjà 60 ans parce que n'oubliez pas que l'espérance de vie ici en RDC elle est très différente de l'espérance de vie en Italie, en Europe. C'est que probablement ceux-là qu'on va appeler vieux à risque en Europe pourraient être un peu plus âgés que les vieilles personnes à risque
en RDC et en Afrique. Alors, comment est-ce qu'on peut isoler les gens qui sont totalement dépendants souvent de leur famille et qui vivent dans leur famille? Et dans cette famille-là, il y a des jeunes enfants, il y a tout le monde qui est là-dedans. Ça, c'est des choses que les gouvernements peuvent envisager en disant comment nous pouvons les isoler. Et cet isolement, il est clair que si c'est bien organisé, ça devrait répondre au moins à éviter la mortalité par le fait que les hôpitaux ne sont pas préparés réellement à faire face aux 1 ou 2% des gens qui vont nécessiter des soins de réanimation intense et des soins intensifs avec des respirateurs. Et quand vous avez une ville de Kinshasa où vous avez moins que 100 respirateurs, probablement moins que 50 respirateurs qui marchent dans la ville de Kinshasa, et que si vous avez 200 ou 300 patients qui nécessitent des soins nécessitant les respirateurs, il est clair qu'il est mieux de pouvoir éviter d'arriver à cette situation. Parce que ces gens n'auront pas de soins nécessaires. Et ça, c'est quelque chose d'assez malheureux parce que c'est ça la réalité. L'unique chance qu'on peut avoir, c'est de dire que les populations ici sont assez jeunes. Probablement, on ne va pas avoir une surcharge des hôpitaux. Mais là où je pense que l'on peut se faire avoir, parce qu'on apprend tous les jours de ce nouveau virus, là où on peut se faire avoir, c'est que absolument, ce virus peut pouvoir atteindre une certaine mortalité qui peut être élevée chez les gens entre 55 et 70 ans ou au-delà de 55 ans, c'est ce que je veux dire, dans les pays qui sont comme les nôtres. Parce que quand on regarde les décès actuellement, évidemment, c'est pas beaucoup, c'est 16 décès, on sait voir qu'il y a eu des gens quand même qui n'ont pas 80 ans parmi les gens qui sont décédés. Donc, on va encore en apprendre davantage. La faisabilité réelle sur le terrain de la séparation des personnes beaucoup plus âgées avec les enfants, ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Je vous donne juste une anecdote. J'ai un collègue professeur qui, lui, il a presque 68 ans. Il a invité ses petits-fils à aller le voir. Et moi, je lui ai dit, mais on est en pleine épidémie de coronavirus et tu invites tes petits-fils. Tes petits-fils peuvent être totalement asymptomatiques. Tu n'as pas besoin de les recevoir et dire, mais attends, je dois quand même les voir. C'est normal, on se voit chaque fois, une fois par mois. J'ai dit, c'est pas ça que tu dois faire. Et les petits-fils étaient en train de faire du bruit parce qu'on a fermé l'école, on doit aller voir notre grand-père. Et là, c'est un peu difficile culturellement de pouvoir lui dire, ne le fais pas parce que tu te mets à risque pour rien. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que quand on voit les gens, on a parlé des mesures d'hygiène, si dans le temps, l'hygiène n'était pas leur problème, on ne peut pas changer les gens du jour au lendemain en essayant de leur dire « Ok, maintenant vous devez laver les mains fréquemment et tout ça ». On peut toujours le dire, mais les gens qui sont réellement dans des communautés confinées ne sauront pas vraiment être assez sensibilisés pour changer du jour au lendemain. Alors, pour parler du confinement, vous savez, quand quelqu'un vit au jour le jour et que vous le gardez 2 mois dans une position où il ne peut rien gagner, je crains fort que le choix va être « Est-ce que je dois mourir de faim ou de coronavirus ?» Qu'est-ce qui est mieux? La situation est mauvaise. Moi, je ne vois pas franchement une très bonne solution. Je crois que ce qu'il faut chercher, en fait, c'est une situation, un résultat moins mauvais. Et ouais. Je suis absolument d'accord avec le professeur qu'il y a beaucoup de facteurs qui seront des obstacles, mais la seule chose qui pourrait marcher, il faut le dire comme ça, comme il est, mais la seule chose qui pourrait marcher, c'est si les gens modifient leur comportement. On a vu la même chose avec l'Ebola en Afrique de l'Ouest et au Congo aussi. Mais c'est comme ça. Sans une importante modification de comportement et un changement de coutumes, de traditions culturelles, je crains qu'on va vivre le pire des résultats. Vous avez parlé de vieux qui sont des personnes à risque, mais dans un pays comme la République démocratique du Congo, est-ce qu'on peut identifier déjà la catégorie des personnes, on peut les ranger dans le camp de personnes à risque qu'il faut peut-être commencer à préserver, à protéger des autres? Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, on apprend au fur et à mesure qu'on avance. Hein? On apprend beaucoup de choses de ce nouveau virus, au fait, le COVID-19, et qu'en RDC, ça vient de commencer. Si je devrais conseiller, je peux facilement dire, au-delà de 55 ans, il faut faire beaucoup plus attention, ou même au-delà de 50 ans,
tenant compte de l'espérance de vie, c'est-à-dire les gens arrivent beaucoup plus affaiblis, quoi. Je ne sais pas ce que Ronaldo, ce que tu en penses. Non, absolument. Mais je crois qu'une chose qui est devenue assez claire et qui semble être constant, c'est la différence en létalité entre les jeunes et les plus âgés. Donc, je crois qu'on peut dire en République démocratique du Congo que ça sera la même chose, la même tendance. Mais ce qu'on ne sait pas encore, ce qui serait important, c'est qu'on ne sait pas beaucoup sur des impacts du virus, du coronavirus, comme par exemple les gens qui ont le sida, par exemple, ou les gens qui souffrent de malnutrition. On n'est pas très clair sur les interactions entre le coronavirus et ces autres maladies, même le paludisme, par exemple. Donc, on a beaucoup qui reste à apprendre. Mais pour la différence de létalité selon l'âge, il semble que c'est assez constant, pour le moment au moins. Et là, le problème, c'est qu'avec ce message-là, c'est clair, ce sont les plus vieux, évidemment, qui meurent, et ça pose un peu un problème de sensibilisation et de changement de comportement chez les jeunes, parce qu'ils se disent, on n'est pas concerné, on ne va pas mourir. Tout à fait. Alors, comme on n'est pas concerné, on ne va pas mourir, pourquoi on doit prendre autant de précautions? Et ce sont les plus mobiles, et c'est eux qui se disent, de toute façon, non, on ne va pas mourir. Donc, il faudrait vraiment changer un peu le paradigme en disant, OK, vous n'allez pas mourir, mais vous n'allez pas non plus être content d'infecter vos grands-parents qui, eux, risquent de mourir. Ce message doit être bien compris. Et ce qui me semble actuellement, c'est que ce message n'est pas bien compris. On a eu beaucoup de discussions sur la tuberculose, évidemment, le VIH-Sida, la malnutrition. On est en train de se demander comment ça va se passer, ça c'est sûr. Mais aussi, la grande question, c'est, comme je l'ai dit dès le départ, c'est quelle est la capacité diagnostique qui doit être là pour s'assurer de la prise en charge. On ne va pas prendre en charge. Vous savez, on fait la fièvre ici en RDC pour tout et rien. On a la grippe pour tout et rien, on tousse pour tout et rien, on tousse même pour la poussière sur la route. Donc, en soi, les signes d'appel posent en soi-même des problèmes, quoi. Tout le monde se dit, bon, je fais la fièvre, mais ça a toujours été la malaria. Pourquoi je vais penser que maintenant c'est le coronavirus? Je vais penser à ça peut-être beaucoup plus loin, mais je ne me rends même pas compte que j'ai fait ça et je suis infectieux, mais moi, je me suis décidé que ce n'est qu'un simple paludisme, ce n'est qu'une simple malaria, et je reste dans ma communauté avec tout le monde. Et le confinement veut dire rester chez vous. Chez vous, ça veut dire vous êtes dans une parcelle où vous êtes à 40. Moi, j'ai vu récemment, il y avait un deuil, on dit il ne faut pas un rassemblement de 20 personnes. Ils étaient presque à 200, et ça, c'est avant-hier. Ils étaient à 200 et personne n'accepte vraiment de ne pas aller au deuil de quelqu'un qu'il connaît bien, quoi. Et d'autres pays ont fait les choix de constituer cette immunité collective. C'est le cas notamment de la Suède, des Pays-Bas. Est-ce que ce ne serait pas une option aussi envisageable en RDC parce que le confinement, c'est difficile à mettre en place à cause de l'épidémie? Oui, c'est ce qu'on suggère. Mais on le suggère, mais avec un point additionnel, c'est que parce qu'on reconnaît que dans la population, il y aura des gens qui sont plus susceptibles et parmi lesquels la mortalité est plus probable. On dit oui, poursuivons une stratégie de immunité de masse, là, comment vous avez dit? Herd immunity? Collective. Poursuivions cette stratégie, mais pour diminuer les conséquences dans la population de risque élevé, essayons simplement d'isoler ces gens des autres. Laissez le virus circuler dans la population, mais faisons un essai de restricter cette population aux gens de moindre risque. Et pour ceux qui sont à risque élevé, essayons de les séparer un peu. Je reconnais qu'il y a plein de difficultés, plein d'obstacles. C'est à chaque communauté de faire sa décision à la fin. Moi, j'ai vu des conseils que j'aime beaucoup et que j'essaie de répéter, et c'est que si chaque individu se comportait comme s'il était infecté, même s'il n'a pas le virus, même s'il est sain, sans symptômes et sans infection, si on se comporte comme si on était infecté et on avait le potentiel de transmettre le virus aux autres, ça serait une bonne chose. Professeur Pascal Lutumba, est-ce que la constitution d'immunité collective peut aider
C'est une option à envisager au Congo? Non, absolument, c'est envisageable, mais comme l'a dit Ronaldo, le problème c'est que quand tu fais ça, c'est que tu ne protèges pas ceux-là qui sont vulnérables de mourir et de surcharger en soi le système de santé qui peut craquer, évidemment. En ce moment-là, tu as un problème parce que la décision des politiques en Suède et en RDC, c'est un peu différent. Ils se disent, OK, comment est-ce possible? Nous pouvons convaincre les gens en disant on laisse le virus circuler et qu'il y a des décès. Le problème, c'est que pour mieux les convaincre, c'est de dire on laisse le virus circuler, mais les populations à risque sont protégées. Et quand vous les protégez et qu'il n'y a pas autant de décès, je pense que pour les politiques, c'est quelque chose qui est faisable, quoi. Ça risque aussi de mener à une épidémie de moindre durée. Parce que si le virus circule au maximum, les gens deviendront infectés et puis l'épidémie va s'épuiser dans un temps plus court. J'aimerais juste ajouter que d'ici 2 ou 3 semaines, on aura aussi la capacité de tester les gens pour voir s'ils ont déjà été infectés et guéris. Parce que, comme le professeur avait dit, il y a beaucoup de gens asymptomatiques qui sont infectés et dès qu'on aura un test qui pourra mesurer les anticorps, c'est-à-dire de distinguer entre quelqu'un qui n'a jamais été infecté et quelqu'un qui a été infecté par le virus, là, on aura des possibilités beaucoup plus importantes à ce qu'on a maintenant. Par exemple, on pourra prendre des gens qui ont survécu l'infection et les charger avec la protection des vieux, par exemple, ou on peut les envoyer faire des commissions, n'importe quoi, parce que c'est des gens qui seront protégés du fait qu'ils avaient déjà eu l'infection et ça va diminuer aussi les chances pour le virus à se propager dans la population. Donc, ça sera un outil qu'on n'a pas encore, qu'on aura d'ici quelques semaines. Un mot peut-être pour terminer, parlons un peu de traitement des malades. Professeur Pascal Lutumba, vous qui êtes sur place à Kinshasa, comment se porte aujourd'hui le système de santé congolais? On sait ne sera pas à mesure de supporter le nombre de malades. Comment est-ce qu'il se porte aujourd'hui? Le système n'est pas bon. Le système, il se porte très mal. Le système ne peut pas affronter une telle catastrophe. Si le système de santé à New York, à Washington, en Italie ont été mis à l'épreuve très dure, ce n'est pas le système ici qui pourra réellement résister. Comme je l'ai dit, ce système n'est pas préparé pour de telles catastrophes. J'ai parlé des respirateurs, j'ai parlé même des médicaments, parce que le système congolais n'est pas basé sur un système d'assurance où vous pouvez avoir l'assurance, vous pouvez aller dans un hôpital qui peut vous prendre en charge. Le système congolais est beaucoup plus basé sur le niveau le plus bas qui est le centre de santé avec l'aire de santé, où vous trouvez un infirmier qui n'a pas de capacité d'hospitalisation. Chaque fois que vous avez une zone de santé, par exemple, qui a 400 000 personnes ou 200 000 dans la plupart des coins reculés, il n'y a qu'un seul hôpital général. Et une épidémie qui frapperait une zone de santé comme ça, la réponse serait au niveau de l'hôpital et l'hôpital ne peut pas prendre ça en charge. La plupart de ces hôpitaux sont suffisamment démunis en matériel de diagnostic parce qu'en dehors de Kinshasa, la plupart des méthodes de biologie moléculaire qui se font, la PCR, etc., ces méthodes ne sont pas disponibles. Actuellement, tout cas qui apparaît à Kinshasa, enfin qui apparaît plutôt en RDC, doit être confirmé à Kinshasa. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous êtes à 2000 km, parce que la RDC c'est un pays assez grand, vous le savez, si vous êtes à 2000 km, on doit envoyer l'échantillon à Kinshasa. Et quand on envoie l'échantillon à Kinshasa, ça prend le temps que ça prend. On a un délai de diagnostic qui peut prendre 10 à 15 jours. Et vous ne pouvez pas le faire si l'épidémie se généralise et cette épidémie va se généraliser. Et ce système ne saura pas faire le diagnostic et il faut référer les malades à l'hôpital. Et les hôpitaux ne sont pas toujours à côté du centre de santé. Parce que le centre de santé ne saura jamais prendre ça en charge. Ça, c'est une chose. Et les centres de santé n'ont pas de matériel de protection. C'est-à-dire, la catastrophe peut être double. C'est que le personnel médical va être touché certainement. Mais aussi, le transfert vers les hôpitaux, ça va être difficile. Ça va être difficile. On le voit avec les femmes enceintes qui doivent aller s'accoucher quand ça se complique. Pour une césarienne ou pour n'importe quoi vers l'hôpital, on sait que ce transfert est très, très difficile, quoi. Et
Et si dans la capitale, on n'a que quelques respirateurs, on n'a vraiment pas de respirateurs à l'intérieur du pays. Et on n'a pas de médecins qualifiés qui ont dû apprendre la biosécurité, qui ont dû apprendre à se protéger et à mener une gestion d'une épidémie de cette ampleur-là. Qu'est-ce qu'il faut faire dans des contextes pareils, professeur Ronald? Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de ne pas saturer ces systèmes de santé dans des pays sous-développés qui ne peuvent pas tenir les coups? C'est quoi les dispositions à prendre maintenant? Parce qu'on est en retard par rapport à ces virus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place très rapidement? Je ne crois pas qu'on a trouvé la formule encore. Comme on avait dit au départ, on entre dans le jeu un peu tard maintenant. Il aurait fallu commencer dès le départ à mettre en place des restrictions de mouvement très importantes. Mais maintenant que l'épidémie est établie, je crois qu'il faut trouver une stratégie qui nous permet de mitiger les dégâts. On a passé le temps de prévention, maintenant essayer de tout faire pour, comme j'avais dit, changer son comportement, à prendre des mesures pour ne pas infecter autrui, son voisin, son ami, sa famille. Il faut faire très attention parce que n'oublions pas qu'on n'a pas encore de contre-mesures pharmaceutiques, il n'y a pas de médicaments qui est efficace, bien qu'il y a beaucoup d'essais en place, mais on n'est pas proche encore d'avoir des résultats. On n'a pas de vaccin. Je suis sûr que il y aura des essais qui commencent, mais pas pour encore plusieurs mois sans doute. Il n'y aura pas de vaccin disponible pour longtemps. On a le risque aussi que le virus démontre une saisonnalité, c'est-à-dire que même si ça commence à disparaître pendant quelques mois, ça peut revenir dans une deuxième vague. On ne sait pas encore comment ça va marcher. C'est une situation assez grave. Il faut le dire comme il est. C'est une situation très, très grave et il faudra qu'on continue à proposer des mesures qui vont nous permettre de mitiger les conséquences. Il faut trouver des moyens de les appliquer sur le terrain. Si une chose ne marche pas bien, il faut procéder à une deuxième. Il faut continuer à lutter. C'est la même chose autour du monde. Ici, la situation est vraiment catastrophique. On y est tous comme une race humaine dans le même bain, si je pourrais m'exprimer comme ça. Et il faut continuer à lutter et il faut qu'il y ait une solidarité, une coopération universelle. Un dernier mot, professeur Pascal Lutumba, est-ce que cette solution passerait par ce que Kinshasa est en train de mettre en place, un confinement par quartier? On commence par la Gombe. Est-ce que ça peut donner des résultats? Le problème, c'est que je pense qu'on est un tout petit peu en désarroi et qu'on est en train de courir derrière une maladie et qu'il faudrait en ce moment-là trouver des solutions qui soient rationnelles et qui répondent réellement à quelque chose. Je prends juste l'exemple, si je confine de manière totale la commune de la Gombe. Dans la commune de la Gombe, c'est clair que les cas importés viendraient de là. C'est la commune des gens qui sont riches et que c'est eux qui voyagent. Les cas sont venus de là, mais la plupart des gens qui travaillent dans la commune de la Gombe, les femmes de ménage, les chauffeurs, ils n'habitent pas là-bas parce que le loyer coûte trop cher. Ils habitent dans d'autres milieux. Le problème, c'est qu'on peut toujours confiner Gombe comme on veut, mais ces gens sont déjà en dehors de la Gombe. On risque de commencer à courir. Pour moi, pour une épidémie de ce genre, il est totalement faux de croire que ça va évoluer par foyer. C'est pas une épidémie c'est une épidémie qui va s'étendre à une vitesse assez grande ou qui s'est même déjà étendue. Notre capacité de diagnostic veut nous montrer que c'est Gombe qui est concerné parce qu'on regarde les gens qui sont pour la plupart symptomatiques. On ne regarde pas les autres qui sont éparpillés dans toute la cité. Le vrai mapping des confinements aurait dû être le mapping des cas contacts. Et on a laissé dire, non, les cas contacts sont là, on va aller les chercher, voir si réellement ils ont été infectés et le faire mieux. Ou alors, le confinement doit prendre tous les quartiers de Kinshasa au même moment, le confinement total dont je veux dire, pendant au moins 2 semaines et des mesures d'accompagnement pour que les gens ne puissent pas sortir, pour que les gens ne puissent pas se rebeller, devraient accompagner cela et décider à la fin de dire, OK, après les 2 semaines, voici ce qu'on a comme situation, nous pouvons prolonger encore de 2 semaines
et prolonger, pas attendre qu'on arrive à une catastrophe, quoi. Merci beaucoup, professeur Pascal Lutumba. Un dernier mot aussi pour le professeur Ronald. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir, même si on doit s'attendre à des dégâts, à des morts? Est-ce qu'il y a une petite lueur d'espoir? Il y a l'espoir, mais seulement après qu'on passe par une période assez difficile. Maintenant, on a des nouvelles maintenant que depuis 2 jours, le taux d'infection en Italie et en Espagne commence à diminuer un peu. On voit aussi que quand on pratique la distanciation sociale, là où c'est possible, il semble d'avoir un impact. Mais le problème, c'est qu'il y a un tel taux d'infection dans la plupart des populations maintenant que ça va prendre, même si on commence à voir la lumière, c'est vraiment une lumière qui est au bout du tunnel. Et on a ici, aux États-Unis, par exemple, on prévoit encore 2 mois d'une période très, très, très difficile avec tous les impacts sur la population et sur l'économie que vous voyez. Donc, j'aimerais beaucoup peindre une autre image, mais je crois qu'il faut dire la vérité aussi. C'est ce qu'on va passer par une période assez pénible. Merci beaucoup, professeur Ronald. Merci, professeur Pascal Lutumba, pour ces moments d'échange. Et à bientôt. À bientôt. Merci, professeur. Merci, très bien.